Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Extra Club Live où nous avons la joie d'accueillir Saïd Hamouche. Bonjour Saïd. Bonjour Flore. Tous les jours, nous sommes confrontés à des événements ou des informations montrant la montée de tensions sociales et sociétales. Ce matin, nous avons eu envie de vous donner un autre éclairage, celui d'un homme, Saïd, qui agit au quotidien pour briser les tensions et les fractures montantes. Saïd, on te nomme le DRH des banlieues. Peux-tu nous parler de l'initiative de Mosaïque RH que tu as fondée il y a maintenant 10 ans? Avec plaisir, bonjour à tous. Je vais partager un peu une expérience qui est assez inédite. Il y a une dizaine d'années, en fait, ayant grandi en banlieue, ayant eu la chance de faire des études supérieures, on parle souvent en fait, de ce qui va mal, mais il faut savoir qu'on a la chance de faire des études gratuites en France et qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et quand je regardais les journaux le matin et quand je voyais là où j'habitais, je trouvais qu'il y avait un écart. Il y avait une vraie, en fait, décorrélation de la situation que je connaissais et la situation que je lisais. Et je me rendais compte en fait qu'il y avait une émergence en fait, d'une jeunesse qui était de plus en plus qualifiée, qui avait en plus de plus en plus envie de réussir, parce que de par sa condition sociale, le seul moteur qui puisse nous amener en fait à sortir de notre condition, c'est de réussir, réussir dans la vie, réussir d'abord dans les études. Et on est dans un système où l'égalité est prônée chaque jour. Et comment on fait demain pour eh bien, arriver et réussir dans le marché du travail? C'est ce sujet dont j'avais envie, sur lequel j'avais envie de travailler. Et je m'étais rendu compte qu'il y a de plus en plus de gens qui font des études supérieures, qui sont diplômés par un BTS, une maîtrise, un bac+5, et dont on ne parle jamais. Et on parle souvent en fait de ceux qui sont dans l'échec, tirent la société vers le bas, et moi j'ai le sentiment que cette population elle est minoritaire. Et ce sentiment en fait, j'ai voulu le démontrer à travers une organisation, et on a monté en fait une organisation qui voulait tordre le cou d'abord à ce préjugé, et puis surtout se situer en fait sur un message plutôt économique que social. Parce qu'en réalité, toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de compétences. Toutes les entreprises, elles ont besoin en fait de gens qualifiés, motivés, de découvrir des personnalités qui vont demain créer de la valeur, développer et booster en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est ça dont on a besoin. Et ces jeunes, en fait, ils sont là. C'est quand même quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et j'avais constaté que, et c'est ce que dit le MEDEF encore aujourd'hui, on a 320 000 postes non pourvus. Quand on regarde ce que nous dit Pôle emploi, on a 1 800 000 projets en recrutement chaque année. Donc même dans une phase de crise économique, eh bien, on a des opportunités de recrutement. Et quand on a un taux de chômage qui est autour de 20% sur les jeunes, il faut savoir que dans les quartiers populaires, en banlieue, eh bien, il monte à 40, 45, 50%. D'accord. Tout type de jeunes confondus, en fait. Tout type de jeunes confondus. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que il y a différents segments de population, il y a différentes typologies en fait, de jeunes. On a ceux effectivement qui relèvent de la grande exclusion dont on parlait tout à l'heure, qui cumulent les problématiques sociales, mais on a aussi des jeunes qui sont proches de l'emploi et près de l'emploi et qu'on ne sait pas détecter, qu'on ne sait pas mettre dans des processus en fait, d'identification, de présélection. Et on s'est dit, il faut absolument en fait, monter en fait, une organisation qui puisse travailler sur ces aspects-là, et on a décidé de créer le premier cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion en fait, des compétences des jeunes issus des quartiers populaires, parce que c'est d'abord un discours qui se veut être dans une sémantique et dans un modèle purement économique, et c'est surtout utile socialement, parce que si la société, à un moment donné, elle permet de trouver et de faire émerger des parcours de réussite, il y aura peut-être un peu moins de discrimination en France, et on aura peut-être envie de regarder la banlieue d'une manière différente. D'accord. Et c'est toi, comment est-ce que tu fais pour recruter ces jeunes, en fait, concrètement, et les trouver, en fait? Alors, là où on est assez différenciant par rapport aux autres acteurs qui travaillent sur les questions de lutte contre le chômage, eh bien, nous, on part des besoins des entreprises. Oui. Et il faut savoir qu'une entreprise, à un moment donné, elle a un besoin qui est très objectif,
avec des profils de poste, avec des critères, avec des contraintes. Et je pense que le plus important, en fait, c'est d'être à l'écoute de ses objectifs et de ses besoins. À partir du moment où on a collecté les besoins, eh bien, on est capable de les diffuser aussi sur les territoires les plus défavorisés. Un territoire qui n'a pas accès à ces informations-là, eh bien, on n'arrivera pas à créer des dynamiques de candidature. Et il faut savoir que c'est des candidats en fait, qui s'autocensurent également. Donc on a un problème d'accès à l'information, mais on a aussi un problème d'autocensure parce qu'il manque d'exemples de réussite. Et donc nous, derrière, on veut enclencher en fait, des dynamiques actives dans lesquelles ces candidats ensuite postulent. Donc on référence l'ensemble de ces besoins sur notre site internet, on monte des campagnes de marketing direct sur les territoires et on a une multitude de candidatures qui arrivent. Et ensuite, il faut tenir en fait, le processus en préqualifiant chacune de ces candidatures et en évaluant, au regard des critères objectifs qui nous ont été proposés, les meilleures candidatures pour pouvoir faciliter la rencontre avec les entrepreneurs, les recruteurs de chacune de ces entreprises. Quand tu parles, donc tu reçois ces candidatures, est-ce que tu as un accompagnement spécifique avant que ces candidats ne rencontrent effectivement les entreprises? Alors, il faut savoir que dans nos publics, il y a deux grandes catégories de candidats. On a des candidats qui sont prêts à l'emploi et qui n'ont absolument pas besoin d'être accompagnés. Ils ont juste besoin d'être connectés avec le monde économique. Ça veut dire que si on leur renvoie un signal que tel TPE, tel PME, tel ETI a besoin de recruter ou est en train de gagner des parts de marché et donc a besoin d'étoffer son staff, eh bien, à partir de là, ils vont enclencher une motivation à travers une candidature directement. Et puis on a des candidats qui vont se sentir concernés, qui vont peut-être postuler et qu'on va estimer qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'à un moment donné, le projet est flou. Parce qu'à un moment donné, on sent qu'il va manquer en fait, une petite compétence où l'attitude n'est pas la bonne par rapport à la culture de l'entreprise qu'on a pu décrypter. Et nous, on va arriver en mode conseil à ce moment-là, autour de ce jeune. Donc on a vraiment un travail à la fois d'accompagnement des professionnels et des recruteurs. Donc on est en conseil recrutement traditionnel, mais on a cette double compétence qui nous permet aussi de coacher, d'informer, de conseiller, d'orienter et puis de dire les yeux dans les yeux à un candidat, on ne vous présentera pas à telle entreprise, on va gagner du temps en vous expliquant ce qui ne va pas et on va travailler avec vous à travers des ateliers, on va vous payer des coachs si c'est nécessaire pour que vous puissiez demain être meilleur et présenter une candidature qui sera aussi qualitative que les candidatures qu'on a l'habitude de sélectionner. Et c'est en faisant ce double travail qu'on alimente un vivier de qualité, qu'on a gagné une confiance aujourd'hui sur ce marché et que nous sommes en croissance à deux chiffres, une croissance en termes d'impact social. On a de plus en plus de candidats qui signent. On a une volumétrie qui tourne autour de 4000 candidats qui ont intégré des entreprises et parfois sur des postes hyper stratégiques, sur des postes de direction. On a de plus en plus, on a démarré en fait sur les jeunes diplômés. Aujourd'hui, on est en train de se positionner aussi sur des postes de manager, de directeur. On vient de recruter un DRH pour une TPE, ça se passe super bien aujourd'hui. PME, pardon, ça se passe super bien aujourd'hui. Alors, tu parles plusieurs fois, tu parles effectivement, nous, dans la presse, on ne parle de toi comme le DRH des banlieues et on ne parle quasiment que des grandes entreprises du CAC 40 qui font appel à toi. Et là, plusieurs fois, plusieurs reprises, tu nous parles de TPE, de PME. Quel est un petit peu comment se fait justement cette rencontre avec les PME, puisque notre public sont essentiellement des PME? Alors, évidemment, tu as raison, on a commencé à travailler avec les grands groupes. Et à un moment donné, on s'est rendu compte en fait que c'était intéressant. Ça nous a permis de développer nos compétences, de positionner une offre, de trouver notre modèle économique. Aujourd'hui, quand une entreprise s'engage sur une action diversité, un grand groupe, elle a besoin d'être accompagnée. Et donc du coup, on a pu déployer un savoir-faire assez puissant qui nous amène aujourd'hui à revendiquer qu'on a travaillé avec plus d'une entreprise sur deux du CAC 40. Mais on s'est rendu compte que le plus intéressant, en fait, c'était aussi d'accompagner les PME et les TPE, parce que c'est là où il y a un réservoir de postes significatif. 80% des embauches se font sur ce segment en fait, d'entreprise. Et nous, ça nous intéresse, puisqu'on a du volume de candidats aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a à peu près 30 000 candidatures fraîches chaque année qui arrivent sur notre site internet. Et donc, on se doit aussi, parce que c'est la vocation de notre organisation, de multiplier les opportunités de recrutement. Et on a su adapter, en partant en fait, des problématiques des grands groupes, une offre
sur mesure qui est plutôt calibrée à des PME ou à des TPE. C'est une offre qui s'appelle Mosaic Connect et on se rend compte par exemple qu'il y a énormément besoin de décrypter le territoire. Et donc du coup on arrive peut-être en mode un peu plus, où on fait un peu plus de conseils que d'intervention sur du sourcing. Et donc on va outiller les entrepreneurs, on va outiller les responsables RH ou de recrutement de l'entreprise pour qu'ils puissent soit faire tout seuls grâce à des boîtes à outils qu'on livre, soit en s'appuyant sur nos bases de données parce qu'on aura été informé sur les critères et on a des récurrences ensuite qui s'installent dans le mode de collaboration. Et donc ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il faut continuer à développer de l'innovation avec les grands groupes, je pense, et répondre à leurs enjeux de diversité, parce qu'il y a quand même un enjeu en fait de réputation et les grands groupes donnent souvent le là. Et puis accompagner aussi en parallèle les PME et les TPE pour que ça puisse bouger et aider un recruteur à, par exemple, identifier le plus vite possible le collaborateur dont il a besoin pour pouvoir transformer son marché. Alors aujourd'hui, Mosaic RH a 10 ans. Tu as dit qu'il y avait 4000 jeunes et peut-être un peu des moins jeunes maintenant qui ont été effectivement des quartiers difficiles, entre guillemets, qui ont été recrutés. Quel bilan fais-tu avec le recul, à la fois d'un point de vue social, et puis on verra dans un deuxième temps le bilan économique de cette initiative? Le bilan, il se situe à plusieurs niveaux. Alors d'abord, il y a un niveau purement social, c'est-à-dire qu'on se rend compte avec du recul que finalement on a tous des préjugés et que parfois la force de notre préjugé va nous perturber dans nos décisions lorsqu'on est dans nos organisations et ça va avoir une conséquence négative en termes de productivité, en termes de développement et en termes d'innovation. Et je pense que c'est hyper important de prendre conscience de ces préjugés pour se rendre compte que finalement une candidature qui vient d'une université ou d'un territoire moins privilégié, eh bien, ça n'induit pas forcément un succès. On est tous dans cette course frénétique d'aller chercher des candidats issus de grandes écoles, venant en fait de territoires ou en tout cas de monde éducatif que l'on connaît et donc ça nous rassure et donc du coup on est dans des habitudes où on va plutôt rester dans l'entre-soi plutôt que d'être dans l'ouverture. L'ouverture ça nécessite un effort sur soi, un effort par rapport à son écosystème, s'adapter, discuter, réadapter son discours par rapport à d'autres acteurs et donc tout ça, ça nécessite un effort. Et cet effort, soit on a le temps de le fournir, soit on doit passer par des spécialistes qui nous accompagnent pour aller le plus vite possible et réduire le temps nécessaire pour pouvoir surpasser. Et donc la déconstruction, en fait, est fondamentale dans la réussite de la maîtrise d'un bon processus de recrutement. Donc ça veut dire que quand tu discutes avec un dirigeant ou un DRH qui a besoin effectivement d'un collaborateur, tu l'aides justement dans cette démarche de déconstruction du stéréotype et... C'est ça. Donc on va in fine travailler la déconstruction. On ne va pas se focaliser là-dessus. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu le débat qu'on a eu il y a une dizaine d'années sur le CV anonyme. Faut-il ou non des CV anonymes? Nous, on pense qu'il faut arrêter de cacher les candidats et plutôt les montrer. Parce que si on montre les candidats, on donne envie. On donne envie parce que le candidat, il va nous faire part de sa motivation, il va nous expliquer d'où il vient, il va nous expliquer pourquoi il a envie de réussir et quelles sont les compétences qu'il peut mettre à disposition auprès de l'entrepreneur ou de l'organisation qui est potentiellement capable de le recruter. Et ça, c'est intéressant. Et donc, mécaniquement, on déconstruit sans avoir à faire de la théorie, sociologie sur ce concept-là. Et en donnant envie, en inspirant confiance, eh bien, on permet des rencontres qui se traduisent parce que le travail RH est fait en amont chez nous d'une manière hyper qualitative et donc il y a des rencontres heureuses, on propose des shortlists et in fine ça se passe plutôt bien parce qu'on est en fait sur ce fameux segment en fait, de candidats prêts à l'emploi. Ce sont des talents avant tout.
Oui, d'accord. Et donc voilà, on a un impact social, donc forcément la conséquence c'est que on est capable de réparer ces territoires qui sont aujourd'hui vus comme des territoires de seconde zone. Donc nous on valorise ces territoires grâce à ces talents et on s'aperçoit en fait que ça fait du bien aussi à notre société parce que plutôt que de raisonner État-providence comme on l'a fait depuis 40 années, eh bien on raisonne en fait nouveau modèle économique et je pense qu'aujourd'hui la richesse d'un modèle organisationnel comme la nôtre, c'est de pouvoir à la fois rendre un service utile à des entreprises, mais également en fait d'apporter une solution concrète à des candidats qui ont moins de chances que les autres, parce qu'on parle d'inégalité quand même à la base, et ça génère des discriminations. Et quand on prend un peu de recul par rapport à ces deux publics, eh bien, il y a un bénéfice réel à la collectivité. On a fait faire une étude par McKinsey et on s'est rendu compte que chaque candidat qui signait, au regard en fait, de la difficulté qu'ils avaient à accéder sur le marché de l'emploi, c'était plus de 10 800 € net d'économie pour la collectivité. Et donc du coup, nous, ça nous a amené en fait à comprendre qu'on avait 3 bénéfices directs à chaque fois qu'on faisait un recrutement. Et donc pour nous, c'est important de faire passer ce message-là à un maximum de recruteurs pour se rendre compte qu'on peut faire aussi du recrutement utile et responsable. D'accord. Donc, bénéfice économique pour la société et pour l'entreprise. Quel est le bénéfice économique? Parce qu'in fine, en fait, une entreprise, quand elle recrute un collaborateur, elle recherche effectivement la création de valeur. Eh bien, nous, on pense que lorsqu'on est aujourd'hui dans des situations économiques ultra concurrentielles, il faut se poser la question de comment demain je peux créer de la valeur et comment je définis en fait mon avantage concurrentiel par rapport à mon secteur. Et je pense qu'une des formes de création de valeur, c'est d'avoir en fait des compétences différentes. Et c'est cette capacité de s'enrichir par la différence qui va nous permettre d'innover, de trouver des nouveaux segments en fait, de clients, de pouvoir réadapter nos messages par rapport à nos cibles. Et donc, si on a 10 collaborateurs qui viennent des mêmes écoles, qui ont la même vision du monde économique, on aura le même projet. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet, mais on aura un projet. En revanche, si on mixe cette équipe-là, on va peut-être mettre un peu plus de temps au démarrage pour remettre tout le monde sur la même ligne de départ, sur les modes de collaboration, mais très rapidement, on va créer de la valeur. Parce qu'on va avoir des idées différentes. On va avoir en fait une réflexion qui va aller beaucoup plus loin. On va avoir un peu moins peur et notre zone de confort va se déplacer petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va être perçu en fait comme étant en fait une entreprise de qualité par rapport à ses consommateurs. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple en fait moi j'en ai un en tête parce que j'ai le bonheur d'animer un club à Paris. Paris Haussmann, et je sais qu'il y a une société, un de nos adhérents en fait, qui avait une société de conseil extrêmement classique en fait, a décidé en fait il y a peu de créer une société de conseil qui fait appel à des talents issus d'ailleurs, on va dire. Et donc c'est en cours de création et bon, Éric Delannoy m'a autorisé à en parler. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette initiative qui est un peu différente parce qu'en général les cabinets de conseil emploient des jeunes des grandes écoles extrêmement normées, on va dire. Alors, pour la petite anecdote, moi, quand j'ai fini mon cursus de formation, je voulais en fait rentrer dans l'univers du conseil. Et une des premières offres sur laquelle j'avais répondu, puisque j'avais été diplômé d'un 3e cycle, c'était de répondre en fait à KPMG à l'époque. Oui. Et je voulais rentrer dans la partie secteur public parce que j'avais une expérience et j'avais des idées. Et j'ai pas réussi en fait à passer. Pourquoi? Parce que j'avais fait l'université. Oui. Et parce que je maîtrisais peut-être un peu moins les questions qu'on allait me poser. J'étais un peu moins prêt à surpasser en fait le processus de recrutement et j'avais peut-être un peu moins les codes que les autres. Oui, c'est surtout au niveau des codes. Hein. Disons les choses clairement, je veux dire, c'est... Ouais. Voilà. Et c'était pas mon univers d'origine, mais au regard de ma motivation et mes compétences, mon CV, j'avais des choses à revendiquer. Et donc j'ai pas été pris. Et donc j'ai fait un autre parcours professionnel en parallèle. Et aujourd'hui, je suis ravi d'avoir rencontré Éric Delannoy parce que Éric, après avoir passé des années en fait à faire du conseil de haut niveau, du conseil stratégique, il a eu une réflexion, il s'est dit, mais pourquoi ne pas donner l'opportunité finalement à des jeunes qui n'ont pas forcément ces codes, mais qui ont des bonnes idées, qui ont des cerveaux bien faits, qui sont capables aujourd'hui de bosser des heures et nous sortir des propositions d'enfer. Pourquoi je ne les prendrais pas ?
pourquoi je ne composerai pas demain mes équipes avec une multitude, en fait, avec des équipes mixtes, des équipes qui viennent en fait, de formation traditionnelle, parce qu'il en faut, mais également, en fait, des candidats qui viennent d'ailleurs. Et c'est en créant, en fait, ce type d'équipe qu'on va pouvoir créer de la valeur. Et là, monter son cabinet qui s'appelle Tenzing, c'est un cabinet qui a été lancé il y a 1 an, et c'est un cabinet, en fait, qui a une croissance de dingue, parce qu'il a fait une année performante de fou, et je suis ravi aujourd'hui de collaborer avec Tenzing, parce qu'on les aide à identifier aujourd'hui leurs collaborateurs, et qui sont des collaborateurs qui vont peut-être répondre tout de suite, en fait, aux critères attendus par Tenzing, mais qui peuvent aussi être accompagnés. Il y a une démarche, en fait, de type académie, qui est proposé par Tenzing, où il y a une espèce de parcours de remise à niveau accéléré en interne pour pouvoir justement présenter en fait leurs consultants auprès d'entreprises. Et je suis certain que demain, Tenzing va gagner des parts de marché au Big Four. Donc là, on a pris un exemple. Je ne voudrais pas faire trop de publicité parce que ce n'est pas l'objectif, mais c'était pour montrer effectivement qu'on commence à avoir des sociétés. Donc il ne s'agit pas non seulement de recruter des jeunes qui sont effectivement issus de quartiers un petit peu difficiles et qui ont effectivement un profil qui ne serait pas dans les codes classiques entre guillemets, parce que je ne sais pas quels sont les codes classiques. Et surtout qu'on voit des ruptures de business model, puisque le cas de cette société de conseil, c'est qu'on développe de nouveaux en fait, de business model. Donc en fait, on voit les deux aspects en fait, de cette démarche, à la fois recrutement classique de collaborateurs, mais aussi création de nouveaux business models. Est-ce que tu as d'autres exemples, ou peut-être, je ne sais pas si nos auditeurs ont d'autres exemples en fait, de démarches où on montre effectivement qu'on change de business model et que finalement, on arrive à une évolution au niveau sociétal et économique où pour prendre en charge peut-être, mais pas seulement en fait, des problèmes sociétaux, en fait, mais aussi pour, je dirais, se différencier, ces jeunes qui sont issus des quartiers difficiles sont une opportunité exceptionnelle et ne sont pas, je dirais, juste des contraintes législatives que l'on va nous imposer. Alors, avant de répondre à cette question, j'ai besoin de préciser un élément clé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces sujets, c'est des sujets qui, et on le démontre à travers Mosaïque RH, c'est des sujets qui n'ont pas besoin d'être accompagnés par les politiques publiques au sens traditionnel du terme. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'argent. En France, on a de l'argent, on a des budgets, on sait trouver de l'argent. La réalité, c'est qu'il faut changer nos manières d'analyser, il faut oser, il faut innover. Chez Mosaïque RH, sur un projet qui est quand même relativement RSE à la base, eh bien, on a trouvé notre business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises, et notamment les grands groupes, qui ont payé en fait, nos prestations. Donc on a commercialisé des prestations, on a pu recruter 35 collaborateurs. Aujourd'hui, c'est un modèle qui a toujours été équilibré pendant 8 ans, on n'a jamais eu de dette. On a une croissance à 2 chiffres et on s'en porte bien. Donc on voit bien qu'à un moment donné, en réfléchissant un peu différemment, on n'a pas besoin d'être une association traditionnelle subventionnée par l'État. Oui. On n'a pas besoin non plus d'être dans une logique ultra capitalisée avec des grands fonds, des investissements importants. On a juste besoin en fait de trouver des solutions qui marchent et de trouver la bonne valeur sur le marché pour pouvoir les faire reconnaître. Et ça, cette troisième voie, c'est une voie moi, que je trouve louable, qu'on appelle souvent la voie des entrepreneurs sociaux, des entreprises sociales. Mais alors ça c'est ton business model à toi. Et ça, c'est mon business model aujourd'hui. Et c'est important de rappeler que ça marche, qu'on n'est pas dans du mythe, que ce n'est pas de l'idéologie, c'est une réalité et qu'il faut peut-être imaginer être source d'inspiration sur l'ensemble du territoire, parce que le chômage concerne l'ensemble du territoire. Et on ne peut pas se contenter en fait, d'un pôle emploi aujourd'hui qui ne réalise pas suffisamment ce service en fait, d'accompagnement des recruteurs en ciblant des publics prêts à l'emploi, mais qui sont aujourd'hui qui ont moins de chances que les autres. Parce que quand on parlait en fait quand on préparait un peu cet entretien, tu me disais qu'en fait une entreprise ne pouvait pas se développer de façon durable si son écosystème était malade. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Oui, ça c'est des réflexions qui sont de plus en plus partagées par notamment des grands groupes comme Accenture. C'est Christian Nibourel qui l'explique bien. Il a monté une petite théorie qui s'appelle la théorie de l'empreinte sociale.
Et il explique que finalement, une entreprise, elle arrivera à saturation à un moment donné, parce que si son écosystème est malade, elle n'arrivera pas à développer ses parts de marché. Et je trouve que cette réflexion est juste. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas de ces sujets-là, si on ne traduit pas des solutions avec une dynamique économique, eh bien, on va tous mourir à moyen terme. Et donc, il faut à un moment donné prendre à bras le corps. Et si on arrive à créer en fait de l'équilibre social, si chacun trouve sa place dans le système, parce que tout le monde peut trouver sa place dans le système, eh bien, on rendra nos organisations plus vertueuses, avec peut-être un peu plus de valeur humaine, et donc forcément de la valeur économique in fine. Forcément de la valeur économique. N'oublions pas ce que nous disent nos jeunes. Hein. On a besoin, pas forcément plus de rémunération, ça c'est intéressant sur la problématique du coût du travail, mais on a besoin de se sentir bien, de donner du sens en fait à nos modèles. Parce que si on a du sens, eh bien on va se battre chaque matin quand on va se réveiller pour aller au boulot et on va développer en fait notre marché, gagner des parts de marché, et c'est ça qui est intéressant. Et donc on a intérêt à intégrer en fait ces nouveaux éléments en fait qui valorisent nos organisations très vite. Oui, et les PME te semblent bien placées pour justement répondre à cette... Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les PME peuvent aller beaucoup plus vite. Les TPE peuvent aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là. Parce que c'est très simple. Hein. Une entreprise qui fait une levée de fonds, qui gagne un marché, elle a besoin de compétences. Donc, on peut se réinterroger sur la manière dont on organise nos équipes très vite. Oui. Et quand l'entreprise, elle est à ce niveau de réflexion, il faut être là pour l'accompagner. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas les laisser se démerder toutes seules parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Ils vont réapprendre un processus sur lequel parfois il peut y avoir des failles et il faut capitaliser sur ce qui existe déjà. Et moi, j'en veux beaucoup aujourd'hui à la puissance publique parce qu'elle ne livre pas en fait ce service. Ce service en fait est nécessaire à la croissance des boîtes. D'accord. Au niveau, on va revenir sur le concret des business models. Est-ce que tu as des exemples de business models de PME, éventuellement plus des PME, puisque notre public est plutôt orienté PME, qui, grâce à des démarches comme la tienne ou d'autres, hein, parce on parle effectivement de Mosaïque RH, mais il y a peut-être d'autres cabinets qui sont dans ce même mouvement. Est-ce que tu as l'exemple à nous montrer concrètement d'entreprises qui ont changé leur business model en employant des jeunes, un peu comme... Alors, moi j'aurais évoqué en fait un cas très intéressant d'une entreprise familiale. C'est une PME, en fait, qui, à un moment donné, refait les toits des différentes maisons. Voilà, ils sont spécialisés là-dessus. L'entrepreneur, à la base, il avait 2 PME. Donc, il avait 2 fils, une fille qui n'était absolument pas intéressée, qui est partie plutôt... Attention, c'est la journée de la femme, alors pas de stéréotypes. Mais je décris ce qui s'est passé dans la famille. Elle a plutôt fait le choix, en fait, d'une carrière artistique. Un garçon qui a plutôt voulu faire le choix, en fait, d'une orientation école de commerce, donc plutôt business, et un autre qui a intégré la cellule familiale. Et donc, il s'est passé la question, en fait, à un moment donné, en fait, du renouvellement des générations. Et quand le papa a décidé, en fait, de quitter la boîte, il s'est posé la question de qui allait reprendre, en fait, cette PME. Donc, il y en avait une qui était très orientée, et il avait accompagné son fils pour reprendre une des 2 PME, et il en restait une, en fait, sur laquelle il n'avait pas, en fait, de main dessus, et il considérait que c'était compliqué que son fils fasse les 2. Et donc, il est venu nous voir en se disant, voilà, moi j'ai un problème, c'est un problème de transmission. Ce problème de transmission, je ne veux pas le traiter d'une manière traditionnelle. Ce que je veux, moi, c'est de recruter un jeune qui soit un peu polyvalent, qui n'a pas peur d'être à 7 h du mat sur le chantier, qui n'a pas peur de se retrousser les mains, qui est capable de faire un business plan, de discuter avec un banquier, mais aussi d'aller chercher des clients, mais aussi de parler avec les ouvriers. Et je vais le former. Je vais me donner 2 ans. Et ensemble, donc on va le prendre sur un boulot de manager. S'il démontre, on va le passer directeur. Et si ça fonctionne bien au bout de 2 ans, eh bien, on pourra se poser la question de la transmission. Et je suis prêt, en fait, à imaginer en fait, un système de financement pour lui permettre, s'il n'a pas les moyens, de reprendre l'entreprise. Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est intéressant, parce qu'on règle deux problèmes. On règle un problème en fait, d'identification de compétences dans cette PME, mais on règle aussi le problème de la continuité, in fine, de cette PME. Est-ce qu'elle doit être achetée? Est-ce qu'on doit la vendre n'importe comment? Ou est-ce qu'on doit transmettre cette PME à un jeune qui a envie d'y croire, qui a envie simplement de revendiquer qu'il ne veut plus être vu comme un fils d'ouvrier, mais être qu'on reconnaisse sa réussite sur le fruit de son travail. Eh bien ça, c'est l'illustration parfaite de la méritocratie, et c'est pour ça qu'on s'est créé. D'accord. Et alors, tu as du recul par rapport à ce recrutement, en fait ou... Alors, on a du recul aujourd'hui. La transmission, c'est pas faite pour plein de raisons, parce que c'était un projet en fait d'origine avec un certain nombre de contraintes. On a bien géré la partie RH. La partie RH, elle a plutôt bien fonctionné parce que le jeune s'est épanoui. Et ensuite, après, il a réussi à tenir son poste. Et ensuite, je pense qu'il y avait deux projets dans un en réalité. Il y avait le projet de recruter un bon collaborateur pour tenir l'entreprise. Ouais. Est-ce qu'il avait la fibre d'un entrepreneur? C'est une question. C'est un autre sujet. Est-ce qu'ils se sont entendus sur la mécanique de la transmission? C'est un autre sujet. Donc, après, notre compétence s'arrête à un moment donné, mais il fallait trouver une compétence. Mais voilà, et je trouve intéressant parce qu'il a été très loin, cet entrepreneur, dans sa réflexion, et je trouve qu'il a vu juste. Alors malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais ça doit servir d'inspiration à d'autres. Est-ce que tu penses, parce que quand prenons cet exemple, en fait, tu avais l'air de dire que ces jeunes avaient peut-être plus d'envie que d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu notes de façon générale, puisque toi tu es en compétition avec d'autres jeunes ou moins jeunes, en fait. Est-ce que tu trouves que c'est une population qui a plus d'envie que d'autres? C'est une population qui n'a pas le choix. Oui. Elle doit réussir. Elle doit réussir parce qu'elle a envie de s'émanciper socialement, elle a envie d'acheter son appartement ou sa maison à moyen terme, elle a envie de monter une famille, elle a envie de consommer à la force, en fait, de sa capacité. Et donc, du coup, il y a une volonté aussi de se positionner différemment dans la société. Et la seule ficelle possible, c'est le fruit du travail. Et donc, en ça, je trouve que c'est aussi une raison pour laquelle il faut étudier ces populations. D'accord, c'est-à-dire que... Un niveau de motivation qui est exceptionnel. Une motivation, mais pas intrinsèque, en fait, voilà, qui absolument, est en eux, en fait, qui est un véritable trésor qu'il ne faut pas gâcher. Il n'y a pas de filet de sécurité. Donc, soit on performe dans l'entreprise, soit eh bien, on va se contenter de son propre sort. Ce qu'il faut, c'est déclencher l'opportunité et montrer que les entreprises sont prêtes à les accueillir. D'accord. Quand ce jeune ou ce moins jeune rentre dans l'entreprise, comment se fait l'intégration, je dirais l'intégration, et on parlait en fait en préparant de la co-construction finalement d'une nouvelle société que peut-être chacun de nous voudrions mettre en place en fait. Alors en fait, moi j'ai envie de réduire cette question d'intégration finalement à tous les jeunes. Tous les jeunes ont un sujet d'intégration dans l'entreprise. C'est vrai que la manière dont on étudie comment fonctionne une entreprise à l'université, à l'école et la réalité, il y a toujours un décalage. Donc il y a toujours une phase d'intégration. Certains ont peut-être besoin d'un temps d'intégration. Mais en fait, c'est juste la question de la position du manager. Est-ce que le manager est dans une posture de manager ouvert, de management ouvert et si c'est le cas, ça va se faire naturellement et très facilement. Ouais. Si on cherche à dupliquer des modèles ancestraux qui ont fait la force de la France il y a quelques années, mais qui ne correspondent plus finalement à la situation sociale dans laquelle on est, eh bien on risque de se planter. Donc il faut, je pense, interroger le mode de management et en considérant les jeunes, qu'ils soient issus des quartiers populaires ou de la banlieue ou de n'importe quel milieu, de la même manière. Parce qu'il s'agit en fait d'être sur un sujet d'égalité, in fine. Une fois qu'on est rentré, il faut traiter les gens comme tout le monde. D'accord. Autre sujet, c'est le partenariat public-privé. C'est un sujet que tu vois comme étant important, en fait, et de pouvant se développer, en fait. Alors, oui. Alors, déjà, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est que on est de plus en plus dans des dynamiques d'alliance. Oui. On se retrouve, en fait, sur un sujet, par exemple, qui est la lutte contre le chômage, où tout le monde a envie d'apporter sa contribution. Et chacun avec ses forces et son niveau de réseau. C'est-à-dire qu'on voit un Accenture, par exemple, qui est capable de dire
ok, moi je veux bien conduire le projet, je veux faire du mécénat de compétences en proposant gratuitement en pro bono des consultants, mais on voit aussi d'autres entreprises qui veulent se plugger avec leur savoir-faire. Et donc du coup, il y a des dynamiques de construction qui stimulent l'innovation sociale qui sont extrêmement intéressantes. Donc on est aujourd'hui à un temps de nos vies professionnelles où tout est possible. Moi, je suis extrêmement optimiste, malgré ce qu'on a l'habitude d'entendre, sur ce qui peut se passer demain. Il y a vraiment la capacité de transformer notre société, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a un problème et qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on va dans le mur si on reste dans l'attitude dans laquelle on est. Et donc, du coup, on est prêt à gagner peut-être un peu moins d'argent, on est prêt à entendre des investisseurs dire je veux peut-être un peu moins de rentabilité, mais je veux accompagner du changement systémique. Et ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, cette attitude sur laquelle on a été confronté, cette réflexion, ce niveau de motivation, on est en train aujourd'hui d'en parler avec les pouvoirs publics. Oui. De leur dire voilà, dans l'écosystème, il y a les entreprises privées. Les entreprises privées, elles bougent. Les investisseurs, ils bougent. Ils ont envie d'agir. Vous devez prendre votre responsabilité en tant que responsable politique ou décideur ou leader politique demain. Et comment vous allez faire en fonction de vos portefeuilles, en fonction de votre niveau de pouvoir, pour qu'on puisse construire une politique publique qui soit équilibrée et qui soit impactante pour les publics les plus fragiles. Et on le fait d'abord pour s'occuper évidemment des candidats, mais c'est in fine un enjeu économique pour l'ensemble de nos business. Et on a besoin de créer de l'équilibre social, mais rendre des entreprises performantes parce qu'elles ont trouvé des bons collaborateurs. Et ces collaborateurs, ils ont besoin de réussir. Donc on est vraiment dans une espèce de dynamique de cercle vertueux. Et donc il faut qu'on sorte un peu de nos réflexion traditionnelle pour être dans une réflexion qu'on appelle aujourd'hui la réflexion d'impact global. D'accord. Est-ce qu'il y a des demandes de la part des collaborateurs dans les sociétés ou aussi des investisseurs, en fait, d'avoir effectivement une politique vis-à-vis de ces populations? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus que simplement d'avoir la bonne idée, chez les investisseurs, c'est devenu des business models. On a des fonds spécialisés dans l'identification publique. Là, en ce moment, on est en train de discuter avec un fonds qui fait une chose extrêmement intéressante. Elle a réussi à faire converger l'intérêt d'entreprises, de banques publiques et de collectivités locales pour donner la possibilité à des jeunes de quartiers populaires de reprendre des franchises. Et donc, il va y avoir un accompagnement autour de ces jeunes-là, et on va réinjecter de l'argent pour les aider à monter des franchises. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a eu un consortium d'acteurs qui a su se mettre d'accord. Et donc, du coup, les investisseurs bougent, les entreprises, grands groupes bougent, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus et on le voit avec Tenzing, on le voit avec d'autres, il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont se poser la question, au fait, de la responsabilité individuelle pour faire en sorte de fabriquer, en fait, un modèle qui soit win-win pour tout le monde. Et on arrête d'être dans des attitudes de fermeture. Voilà. J'ai une question en fait, de quelqu'un qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Tu parles beaucoup de jeunes qui sont diplômés. Or, effectivement, il y a toute une population qui est exclue, qui sont ceux qui sont non diplômés. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder? Est-ce que c'est effectivement un non-sujet? Ouais, c'est une bonne question. Ce qu'on a constaté, nous, dans nos pratiques, c'est qu'en réalité, le sujet, il n'est pas sur le diplôme, il n'est pas forcément sur l'âge, il est sur la capacité à être opérationnel. Est-ce que je suis opérationnel ou pas? Oui. Donc, je peux très bien ne pas avoir de diplôme, mais être sur un chantier à 7 h du mat'. D'accord. À montrer en fait que j'ai une énergie suffisante pour pouvoir traiter les différentes tâches de la journée. Et c'est ça qui est intéressant à détecter. Donc, il faut arrêter de considérer que toutes les personnes au chômage sont des victimes. Il y a ceux qui ont envie de se battre, quel que soit le niveau de diplôme. Et ce dont on a besoin de remettre en place, c'est un système qui permet de faire la présélection et de mettre en lien, en fait, le plus vite possible des entrepreneurs qui ont des besoins et ces jeunes qui sont jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont disponibles sur le marché. Et on a un problème pour organiser cette rencontre. C'est ça le fruit de ma réflexion aujourd'hui. Quand tu es un cabinet de recrutement, les jeunes diplômés ou toutes les écoles, tu peux les avoir effectivement facilement. Tu as le livre, voilà,
des élèves. Comment est-ce que tu recrutes? Comment tu arrives à attirer celui qui a la niaque? Eh bien, en fait, il vient vers toi alors, on a ceux qui viennent mécaniquement vers nous. Enfin, quand je dis vers nous, vers les recruteurs d'une manière générale. Ensuite, on sait qu'on a besoin de mettre des systèmes comme le nôtre en place parce qu'il y a des populations qui n'ont pas accès à ces informations-là ou qui sont vues comme des candidats de seconde voire troisième catégorie au regard de leur lieu d'habitation, au regard de leur origine sociale. Donc ça renvoie à son statut social. Donc quand on est pauvre, je suis désolé, mais on n'est pas considéré de la même manière que les autres dans la norme. Donc il y a une injustice, il y a une inégalité qui s'installe. Quand on est d'origine culturelle, c'est aussi quelque chose dont il faut parler à un moment donné. On a peur de ce qui ne nous ressemble pas. Et donc il ne faut pas avoir peur. On est capable de créer une société qui marche. On l'a fait dans le sport, on l'a fait dans le domaine de la culture. On peut le faire aussi dans l'économie. Il faut juste oser y aller. Et donc, c'est de cette population dont je parle. Cette population qui habite aussi les zones rurales et qui n'a pas forcément accès aux informations. Et qu'il faut... Il faut enclencher en fait la démarche. Et pour enclencher la démarche, venir, en fait, tout simplement, qui n'osent pas, parce que autour de soi, on n'a pas d'exemple de réussite. Si autour de moi, j'ai pas de gens qui ont occupé des postes à responsabilité, alors j'en ai les capacités. Est-ce que je vais me voir dans un poste à responsabilité? À 90%, c'est non. C'est exactement le même sujet chez les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des inégalités aussi significatives. Donc il faut faire de l'empowerment, il faut montrer qu'il y a des opportunités, et parce que ce qui est ubuesque aujourd'hui, c'est que les entreprises meurent parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des repreneurs, des collaborateurs, des salariés qui vont prendre des postes plus ou moins à responsabilité. Et il faut que ça cesse. Parce qu'on tue le business. Mosaïque, vous avez des antennes un peu partout, en fait, alors, aujourd'hui, pour repérer, justement, pour aller à... Oui, tout à fait, tu as raison. Alors, nous, je parle de Mosaïque, mais bon, ça pourrait être n'importe quelle autre personne, pour aller vers ces personnes qui se cachent. C'est une bonne question, parce que ça va m'amener, en fait, à une seconde idée qui est peut-être intéressante pour d'autres. Mosaïque, aujourd'hui, a monté 5 nouvelles antennes à Roubaix, à Toulouse. On est en train de travailler sur Toulouse pour ouvrir bientôt sur Toulouse. On fait une inauguration à Roubaix la semaine prochaine. On a ouvert à Nantes, à Lyon. Donc on est en train de développer notre savoir-faire. Ma vision, c'est de ne pas avoir un réseau national parce que je pense que c'est pas ça là où il faut aller. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est de permettre à d'autres porteurs de projets d'utiliser la méthode. Et d'adapter cette méthode à d'autres types de publics. C'est une méthode qui est duplicable sur les zones rurales. C'est une méthode qui est peut-être duplicable sur les personnes qu'on considère être comme des salariés. Je pense nous, on a pas mal de dirigeants APM qui sont dans ce secteur du recrutement. Et peut-être que ça peut être une bonne façon, peut-être de les accueillir, qu'ils viennent te voir pour voir comment, effectivement, dupliquer et déployer ce modèle. Absolument. Nous, on veut bien équiper de futurs porteurs de projets. On veut bien collaborer avec d'autres entrepreneurs sur d'autres territoires sur lesquels on n'ira jamais. Et ils ont la spécificité de connaître parfaitement ces territoires, d'être sur le marché, de connaître les réseaux locaux. Et donc, travailler à des collaborations, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est aussi ça la richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on est le plus grand, le plus fort et qu'on va tout manger. Il faut considérer qu'il faut transmettre, qu'il faut monter des collaborations et des alliances pertinentes au regard des enjeux de business respectifs, mais au regard également des problématiques sociales et locales. Et on voit bien effectivement que tu n'es pas dans une logique de compétition, mais de coopétition qui est c'est très juste. Voilà, de créatrice de valeur. On parlait tout à l'heure aussi des startups. Bon, c'est un public qui n'est pas très APM, mais comme en fait c'est un public qui nous intéresse beaucoup parce qu'il est aussi un modèle que l'on peut peut-être regarder et pas imiter, mais dont on peut s'inspirer. Est-ce que toi, tu as des exemples où effectivement tu travailles avec des startups? Alors, on s'est rendu compte que finalement, les startups, elles avaient des métiers plutôt récurrents. On a toutes les startups ont besoin de business développeurs, ont besoin de développeurs, et donc du coup, on s'est dit, on va faire un truc intéressant parce que nous avons aujourd'hui des bases de données qui sont assez significatives. On a plus de 165 000 candidats en base de données aujourd'hui. Cette base de données, si on ne l'exploite pas, elle est morte. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener nos candidats à venir faire un assessment en ligne. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans les 2 prochains mois. On veut en fait lancer une nouvelle typologie de plateforme où on sélectionnerait en fait les candidats, pas parce qu'ils ont fait telle ou telle école,
pas par le diplôme, mais par le niveau de motivation, l'aptitude et la compétence de chacun. Et donc, un business développeur, on a besoin de trouver des gens malins, des gens curieux, des gens qui sont plutôt extravertis, parlant parfois plusieurs langues. Ça, c'est des caractéristiques objectives qu'on peut référencer avec des assessments en ligne. Donc, on va monter une campagne de communication sur notre base de données de candidats qui ont moins de chances que les autres, qui sont référencés. On va leur demander de venir passer ces tests-là. Et on va ouvrir cette base de données à toutes les entreprises. Aujourd'hui, le réflexe, c'est que quand j'ai un besoin, je publie mon besoin sur mon site. Mais alors, il publie son besoin très concrètement. C'est logiquement, j'ai besoin d'un comptable. Mais là, il ne va pas faire ça. Alors, tout le savoir-faire, ça va être de réadapter la lecture. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, j'ai besoin de mobilité, flexibilité. Ça, il va falloir retranscrire par rapport à tes thèmes. Exactement. En fait. Et donc, du coup, on va travailler avec des spécialistes qui vont nous développer des algorithmes de matching pour aller chercher, en fait, les profils de poste qui correspondent, en fait, à nos bases de données. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec les startups. Donc ça voudrait dire, si je te suis bien, mais tu me dis si c'est une erreur, qu'en fait vous allez partir d'un candidat qui a finalement un comportement, une personnalité, voilà, c'est beaucoup plus joli et exact. Et par rapport à cette personnalité, finalement, vous allez lui proposer différents types de postes. Et éventuellement, à terme, on pourra le former à ce poste. En fait. Parce que ce qui est plus important, c'est sa personnalité. Plus que ses compétences et ses acquis, sachant qu'effectivement, pour certains, ils n'en ont pas. Et ses valeurs. Et ses valeurs. C'est important de resituer la valeur de l'individu et son aspiration individuelle. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on est finalement, quand on regarde la trajectoire d'un jeune qui a passé 10 ans dans une carrière professionnelle, c'est souvent en fait des choix qui ne sont pas tout à fait nos propres choix. On nous oriente faire un cheminement, va faire une grande école, va faire tel choix. Et ça ne correspond pas forcément, mais on va faire confiance à son univers de référence, c'est-à-dire souvent la famille, et on va poursuivre une voie. On va commencer à bosser, on va se rendre compte que plus on avance dans le poste, on réussit, mais on pourrait réussir beaucoup moins, et à un moment donné, on va se démotiver. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a souvent des crises, au bout de 10 ans d'expérience professionnelle, et on invite les collaborateurs à faire des bilans de compétences. Et là, on va se poser la bonne question. Qui tu es et à quoi tu aspires? On aurait dû se la poser au moment de l'orientation. Au tout début, oui, tout à fait. Et donc, on arrive à décortiquer, en fait, la personnalité, et que ces personnalités-là, on peut les renvoyer sur le marché, je pense qu'on peut enrichir le marché du travail, on peut enrichir les individus et les organisations. Parce que si on trouve un bon collaborateur à la bonne place, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse, et on gagne des parts de marché. Et c'est comme ça qu'on veut réfléchir aujourd'hui. Et mécaniquement, on fait tomber les barrières des discriminations parce qu'on ne voit plus les candidats par rapport à leur couleur de peau, leur lieu d'habitation, mais par rapport à ce qu'ils sont. Et je pense que notre organisation se doit aujourd'hui de travailler sur ce champ-là. C'est-à-dire que partons d'une rupture, on nous invite tous à digitaliser nos modèles, on est en train de réfléchir à ça. Donc si demain on digitalise nos modèles, faisons en fait de cette difficulté une opportunité nouvelle pour repenser la manière dont on peut recréer en fait plus de valeur. Et là c'est très intéressant parce qu'en fait, d'une espèce d'obligation légale d'employer telle ou telle population, on voit bien que tu transformes complètement en fait le type d'entreprise et puis aussi la façon de faire, donc le business model, et puis effectivement tout le recrutement pour n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que la façon dont toi tu procèdes avec la population que tu as peut être aussi source d'inspiration pour toutes les populations finalement. Et ça remixe toutes les façons de recruter ses collaborateurs. Tout à fait. Et puis après, il faudra s'équiper et sortir un peu de nos zones de confort, peut-être travailler et mener un entretien de recrutement un peu différemment pour pouvoir percevoir tout ça. Et ça, dans les entretiens de recrutement, tu aides les dirigeants ou les DRH en fait, à mener différemment les entretiens? On peut les équiper à, par exemple, ce qu'on sait peu, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'on écrit un profil de poste, lorsqu'on le publie sur un site internet ou lorsqu'on écrit une petite annonce dans un journal, eh bien on peut être condamné pour ça. Donc on a tout intérêt à connaître la législation en vigueur et à savoir comment on peut allier ses exigences, ses objectifs en tant qu'entrepreneur et la réalité du marché. Et donc du coup ça accompagne. On fait du conseil en recrutement, on accompagne à l'écriture d'annonces, à la maîtrise d'un entretien de recrutement. Il faut savoir un truc qui est con, mais c'est très important de le rappeler. Une grande partie en fait des
des recruteurs ne sont pas formés aux techniques de recrutement. Oui. Donc ça génère des dysfonctionnements in fine. Oui. Alors, je vais peut-être poser encore une question. Excusez-moi. Cet après-midi, nos dirigeants en fait, qui nous écoutent vont, ou tout de suite, enfin tout à l'heure, vont retourner dans leur entreprise et avec leurs collaborateurs. Qu'est-ce que tu aurais envie qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil opérationnel, en fait, concret? Moi, j'ai envie d'inviter, et ça, j'ai envie de tenter l'expérience parce que j'ai l'APM, on est dans le champ d'innovation et notamment grâce à toi, Fleur, qu'à travers ton pôle. Moi, j'ai envie de dire à tous ces entrepreneurs qui ont du mal, qui ont des vraies difficultés à recruter, envoyez de nouveaux profils de poste. On va les analyser et on va voir comment on peut vous aider. Parce que c'est pas normal que vous passiez autant de temps. Parfois, c'est 3, 4, 5 mois et on abandonne le processus de recrutement. Oui. Donc moi, je veux être connecté en fait à ces entrepreneurs-là. On analysera avec nos équipes les problèmes et on essaiera de présenter des profils de poste. Quand on va en club, de manière générale, il est rare qu'on ne trouve pas des adhérents qui se disent « j'ai un poste à pourvoir, je ne trouve personne ». Donc il faut traiter ce problème. Donc c'est ça, et c'est une vraie difficulté. Et à côté, on a un taux de chômage qui est absolument monstrueux. Donc toi, tu dis que la solution existe, il suffit juste de faire différemment. Voilà. Je pense qu'il y a des solutions auxquelles on ne pense pas forcément. Et nous, on serait ravis en fait, de regarder de près. On a une offre qui est dédiée aux PME. On peut se mettre d'accord sur des modes de réalisation. Je suis certain qu'on va réussir à trouver les bons candidats et on va satisfaire l'entreprise. Alors, très concrètement... Donc, si on peut permettre, oui, par exemple, à une dizaine d'entreprises d'être satisfaites dans 3 semaines ou 4 semaines, 1 mois, on aura gagné. D'accord. Nos PME, elles sont partout en France. Toi, tu parles de grandes villes. Est-ce que tes candidats sont délocalisables, ils se baladent? Aujourd'hui, on a un partenariat avec Free qui recrute des techniciens fibres sur l'ensemble de la France. On arrive à sourcer autant de candidats venant de régions que d'Île-de-France. D'accord, donc ce n'est pas juste un problème parce qu'on arrive soit à les trouver en local, soit parce qu'on arrive à convaincre nos candidats à être mobiles. D'accord. Et c'est un sujet parce qu'on a aussi des clubs à l'étranger. Est-ce que c'est un sujet qui est pris en main par d'autres pays? Est-ce que tu as des sociétés qui font comme toi ailleurs? Parce qu'en France, je ne connais que toi pour le moment, en fait. Mais effectivement, est-ce qu'il y a d'autres sociétés? J'ai vu des choses du côté de Londres, oui, avec des cabinets un peu spécialisés. J'ai entendu parler d'une agence d'intérim en Suède. Je n'ai pas retenu malheureusement le nom. Et puis surtout, nous, on est en train de voir comment on peut monter des partenariats avec Business France. Oui. Il faut savoir que, par exemple, si on revient sur la question du pacte de compétitivité qui avait été lancé en 2012, il y a une mesure, c'est la mesure 30, qui vise en fait à démocratiser les VIE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre en fait l'accès aux VIE à des populations qui sont moins favorisées que d'autres. Et donc nous, on pense qu'on peut apporter une contribution pour justement enrichir les viviers de VIE aujourd'hui en France. D'accord. À la Convention, tu interviendras, donc à Bordeaux, les 14 et 15 septembre, et tu interviendras avec quelqu'un qui travaille dans les écoles, mais à un niveau beaucoup plus petit, puisque ça part de la maternelle jusqu'au lycée. Est-ce que c'est important d'avoir, je dirais, un circuit qui aille de A à Z, en fait, pour accompagner, effectivement, ou est-ce qu'effectivement, c'est très limité de ne t'intéresser qu'à un segment qui sont les étudiants qui sortent d'école ou qui sont en fait en âge de travailler? Moi, je pense qu'il faut très tôt donner de l'ambition aux jeunes et montrer qu'il y a des possibilités, parce qu'il faut absolument tordre le cou à cette idée de victimisation. On n'est pas des victimes, on est en fait des individus qui peuvent réussir dans la société. Et ça, c'est la valeur forte que je retiens quand je vois liberté, égalité, fraternité. C'est la méritocratie, c'est quelque chose d'important pour nous. Le problème, c'est que quand on croit en ces valeurs, qu'on joue le jeu et que la porte est bloquée sur le marché du travail, il y a un problème. Donc il faut, à mon avis, travailler très tôt sur ces sujets-là et arrêter de travailler en silo. Ce n'est pas l'école maternelle d'un côté, l'école primaire, le lycée, l'université. C'est un processus qui est beaucoup plus large. Et
parce qu'il y a des synergies, parce que des populations, il faut les suivre dans la durée aussi. Le ministère de l'Éducation nationale, il intervient dès l'école maternelle jusqu'au l'enseignement supérieur. Donc il a une responsabilité sur l'ensemble du circuit. Donc il faut imaginer des collaborations efficaces avec l'ensemble des acteurs. Donc j'ai aucun problème aujourd'hui. En plus de ça, je dois avouer que je suis un ancien fonctionnaire de l'Éducation nationale. Donc j'ai à cœur l'envie de faire tomber un peu les murs et de créer de la richesse parce que on trouvera du succès dans la synergie. D'accord. En tout cas, écoute, Saïd, je voulais te remercier infiniment. Je pense que nous avons eu la chance d'avoir un témoignage, alors un petit peu orienté effectivement par rapport à la société de Saïd, parce qu'effectivement, c'est la seule société en France qui fait ce pas de côté. Et je pense que c'est important à l'APM de monter ces pas de côté pour faire différemment. J'espère que ça vous aura donné envie tout à l'heure de regarder comment faire différemment dans vos entreprises pour le recrutement, mais aussi pour effectivement travailler à un changement sociétal et d'agir comme le fait Saïd. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.